Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau rendez-vous des mercredis de l'UCHF. Nous allons consacrer cette émission à un sujet qui touche à la fois la culture, la mémoire, la francophonie et les relations entre les peuples, la chanson française comme patrimoine universel et comme instrument de dialogue international. Et pour en parler, eh bien, j'ai invité Grégory Bakian, que j'ai le plaisir d'accueillir, qui est chanteur, auteur, éditeur, scénariste, entrepreneur et producteur musical. Grégory, tu es un artiste aux multiples facettes. Tu as connu le monde de la compétition sportive puisque tu as été champion de karting, mais ce qui nous réunit ce soir, eh bien, c'est avant tout ton parcours musical et ta relation particulière que tu as entretenue avec un des plus grands chanteurs et un des plus grands ambassadeurs de la chanson française, Charles Aznavour. Alors, Grégory, tu as été encouragé, adoubé par Charles Aznavour, avec lequel tu as collaboré sur plusieurs chansons, et aujourd'hui, tu lui rends hommage, si je ne m'abuse, prochainement dans ton spectacle Bakian chante Aznavour à l'Olympia, le 5 octobre 2026. Merci Grégory d'avoir accepté de participer à notre émission, et on va y aller directement avec une première question, naturellement un petit peu personnelle, puisque avant de parler d'Aznavour, de l'Olympia, de la diplomatie culturelle sur lesquelles tu vas disserter ce soir, eh bien, j'aimerais que tu nous dises assez simplement qui est Grégory Bakian aujourd'hui. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci de m'accueillir. Ravi d'être parmi vous. Donc, bon, qui est Grégory Bequin? Je dirais tout d'abord quelqu'un de passionné, ancien compétiteur, sportif. C'était ma première passion, ma première vie, que ce soit sur les terrains de foot, tout petit, tout jeune, ou ensuite sur les pistes de karting, puis sur des circuits automobiles, jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis la musique a ensuite pris le relais et j'ai commencé une carrière, disons, d'artiste au fil des années professionnelles avec des salles de plus en plus grandes, on va dire, de plus en plus belles, jusqu'à celle de l'Olympia qui est programmée le 5 octobre prochain. Donc, j'ai aussi l'occasion de passer par des salles comme le Casino de Paris, l'Alhambra, le Palace, Bobino, voilà, pour dire en toutes ces salles-là, et puis de collaborer, bien sûr, on parle de Charles Aznavour, mais avec aussi beaucoup d'autres artistes français et étrangers dont le talent est reconnu dans leur profession. Alors, c'est très intéressant. Alors, j'ai évoqué un petit peu ton parcours qui n'est pas que consacré à la musique. Il y a le sport, l'entrepreneuriat, des engagements. Quel est le fil rouge qui relie un petit peu toutes ces expériences que tu as pu avoir? Le fil rouge, comme je le disais déjà, c'est le moteur, le premier, c'est la passion, bon, la détermination, l'engagement, puisque c'est ce qui m'a aussi permis de, de gagner des titres quand j'étais pilote et quand je faisais du sport de haut niveau. Donc, il y a cette volonté toujours d'aller de l'avant, de prendre son destin à bras-le-corps, si je puis dire, de ne pas attendre que les choses viennent forcément tout le temps à nous, mais d'aller au devant aussi des situations, d'être actif vraiment dans sa vie et dans son parcours, qu'il soit sportif, humain, personnel ou professionnel. Donc je pense que c'est un moteur, après c'est une personnalité aussi, un caractère, mais la passion est quand même vraiment le moteur principal, l'amour, la passion, l'amour de ce qu'on fait et ce plaisir, ce désir de partager avec un public euh, de la musique et de l'art, quoi. Alors, la passion, je l'entends, c'est un petit peu la musique. Et cette musique, comment est-ce qu'elle est rentrée dans ta vie? Est-ce que c'était une vocation? Est-ce que ça a été une rencontre plus progressive? Oui, oui, ça a été plus progressif, effectivement. C'est ma maman qui écoutait beaucoup de musique. Donc, j'ai eu l'occasion, quand j'avais une dizaine d'années, de tomber sous le charme de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, de Luc Plamondon et Richard Cochiant, donc, que j'avais beaucoup aimé, comme des millions de Françaises et de Français. C'est vrai que je me suis passionné. J'ai essayé de chanter à ce moment-là. Et puis, le conservatoire et différents professionnels de la musique qui m'ont entendu chanter m'ont dit qu'il fallait poursuivre et persévérer. Et puis ensuite, j'ai gagné Graines de Star, le casting officiel qui était organisé par M6 à l'époque, à l'âge de 16 ans, qui était présenté par Laurent Boyer et produit par Thierry Ardisson. C'était vraiment l'émission phare à l'époque, hein, pour les chanteurs.
Et il n'y avait pas encore The Voice, la Star Academy, et toutes ces émissions. Donc, et ensuite, je suis parti à Paris à l'âge de 18 ans pour reprendre les paroles de la chanson de Charles Aznavour. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, et c'est ce que j'ai fait. Mais je pensais pas me Et retrouver à l'affiche de l'Olympia, par contre. non, mais ça, c'est vraiment excellent. Alors, toi qui as connu la compétition automobile, le karting, est-ce que ce sport de haut niveau t'a appris quelque chose et t'a appris des choses que tu utilises aujourd'hui encore quand tu vas sur scène chanter Aznavour? Ah oui, bien sûr. Bah, la compétition, le sport de haut niveau, ça apprend déjà la rigueur, hein. La rigueur, la détermination, le perfectionnisme, le courage aussi, hein, puisqu'on rencontre beaucoup de coups durs aussi dans, dans, bon, dans la vie en général, mais dans le sport de compétition. Donc, ça forge le courage. Et puis, effectivement, on a un mental qui est beaucoup plus fort, et la patience aussi quelque part, parce que dans le sport, avant de commencer à gagner, il faut parfois un petit peu de temps pour que toutes les choses s'additionnent et se mettent en place. Donc oui, ça apporte énormément le sport de compétition. Voilà. Merci d'avoir répondu à cette question. Alors, j'ai relevé, moi, en regardant ton parcours, que tu es à la fois auteur, producteur, chanteur, entrepreneur. Finalement, l'impression que ça donne, c'est que tu maîtrises un petit peu l'ensemble de ton univers créatif et économique. Est-ce que c'est utile aujourd'hui d'avoir cette maîtrise, surtout quand on est dans un schéma international? Oui, c'est utile, évidemment. C'est une richesse aujourd'hui. Alors, c'était pas forcément un choix, hein. C'était pas voulu quand j'ai commencé mes premiers castings, mes premiers concours de chant à l'âge de 16 ans, 18 ans. Mon rêve et mon souhait, c'était simplement de trouver un producteur le plus honnête possible ou le moins malhonnête possible. Ça, on peut voir les choses des deux côtés. Et finalement, ça a été très compliqué puisque je suis arrivé vraiment au milieu des années 2000, donc en pleine crise du disque, avec le téléchargement illégal, la loi Adopi qui n'a pas suffi, enfin les plans sociaux dans les maisons de disques, donc ça devenait très compliqué. Les maisons de disques avaient arrêté ce qu'on appelle de faire du développement d'artistes, donc d'investir des sommes d'argent assez conséquentes sur un artiste pour le développer. Euh, donc c'est à ce moment-là qu'on a fondé notre société de production, CIA Records, qui a vu le jour, et d'édition. Une société à 360 degrés qui fait à la fois de la production de spectacles, de l'édition musicale et de la production de disques. Donc, qui a vu le jour en mars 2009 et qui en est aujourd'hui à sa 17e année d'existence. Voilà. Félicitations, mais face à toutes ces contraintes et des réalités concrètes de la production, de la diffusion, comment est-ce que tu arrives à préserver ta liberté artistique, en fait? Écoutez, ça, c'est vraiment par rapport à l'entourage aussi. Il y a des personnes de qualité qu'on met parfois plusieurs années avant de trouver. Alors, il y a des allées, venues, des gens qui arrivent, qui repartent. On peut se tromper, hein, on se trompe, on fait des erreurs, hein, sur la confiance qu'on peut accorder à des gens, qui est parfois malheureusement qui est pas toujours honorée d'une d'une bienveillance voilà, donc tout le monde peut effectivement être amené à se tromper, mais on est obligé quand même de faire confiance parce qu'on peut pas tout gérer tout seul, et évidemment on a parfois des satisfactions immenses sur le plan humain et sur le plan professionnel, et parfois des déceptions, ça fait partie de la vie. Ça, c'est clair, mais est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es dit, désormais, ma vie sera consacrée à la chanson? Ah oui, oui. Comment c'est Ah oui, arrivé? bien sûr. Oh, c'est arrivé assez tôt, hein, finalement, quand je gagne Graine de Star, le casting officiel à Bandol en 2003, je crois, le 8 août 2003. Donc je gagne ce casting, je vis une émotion absolument extraordinaire sur scène devant plus de 5000 personnes. Et là, je prends la décision vraiment que je partirai sur Paris avec beaucoup oui, de détermination, et que je n'abandonnerai jamais, hein. Mm. Donc là, je n'avais plus de plan B, quoi. Il n'y avait plus de plan B, c'était fini. Voilà. Alors, comme on l'a dit et comme tu l'as dit, ta rencontre fondamentale, celle qui a profondément marqué ton parcours, bien, c'est celle de Charles Aznavour. Et Ouais, beaucoup connaissent l'artiste universel, mais je crois que tu as avec lui quelque chose en commun, puisque je crois que vous avez la même origine arménienne, tous les ouais. deux. Et tu as eu la chance de connaître aussi l'homme, de travailler avec lui. Alors, d'abord, raconte-nous, comment est-ce que tu as rencontré Charles Aznavour pour la première fois?
Bon, la première fois que j'ai rencontré Charles Aznavour, c'était par le biais de son fils, Misha, enfin un de ses fils, qui m'avait signé en édition au sein des éditions Roll Breton en 2005. Donc j'ai tout d'abord commencé à travailler avec différents auteurs-compositeurs. Je n'ai pas tout de suite rencontré Charles Aznavour. Des gens comme Francis Lay, Michel Jourdan, Yves Gilbert, enfin des gens qui ne sont pas forcément... Bon, Francis Lay quand même est très connu puisqu'il a composé des musiques de films, notamment la musique de Love Story, qui lui a valu des récompenses internationales. Mais donc j'ai d'abord commencé à travailler avec des auteurs-compositeurs, puis un jour j'ai eu la chance de pouvoir être reçu par Charles Aznavour dans la salle de répétition des éditions Roll Breton, rue Ampère, à Paris. Et puis bon, voilà, le feeling a tout de suite opéré. Et puis on a travaillé sur une première chanson qui est sortie déjà il y a quelques années, qui s'intitule L'adolescence, voilà, qui évoque cette période de nos vies qui nous marque tous. Et puis ensuite sur deux autres chansons, dont une autre qui est sortie récemment, qui s'intitule Il plume des cailloux, qui est un titre très poétique qui aborde le thème des inégalités sociales. Donc voilà, et puis une autre chanson qui sortira l'année prochaine, je pense. Et lors de cette rencontre, d'abord, quel souvenir est-ce que tu conserves de ce premier échange? Et ensuite, à quel moment est-ce que tu as compris que, avec Charles Aznavour, ce serait pas seulement une rencontre ponctuelle, mais un véritable début de relation artistique? Oh, le souvenir que j'en garde, c'est ce qui m'a frappé, c'est l'humilité de Monsieur Aznavour. Mais il avait 81 ans à ce moment-là, donc il avait plus rien à prouver, hein. Il était d'une sérénité, il était en paix, quoi. Il était en paix, il était apaisé, il avait, je pense, surpassé tous les objectifs qui étaient les siens, jusqu'à faire une carrière mondiale, puisque Charles a performé dans 110 pays, vendu près de 200 millions d'albums dans le monde. Donc je pense que on parlait un peu de ses duos avec Liza Minnelli, avec Ray Charles, avec Pavarotti, enfin avec toutes les plus grandes stars de la planète avec lesquelles il a eu l'occasion de chanter, de travailler. Donc j'étais très émerveillé ce jour-là de partager. J'avais l'impression d'être c'était assez incroyable. J'avais l'impression d'être dans un moment d'histoire en fait, d'être dans un film. C'était assez spécial de vivre un rêve éveillé en fait, tout simplement, de vivre un rêve éveillé. J'ai évidemment réussi à rester concentré parce qu'il fallait quand même chanter et lui montrer de quoi j'étais capable à ce moment-là. Et bon, a priori, je ne me suis pas trop mal défendu puisque Charles m'a ensuite offert cette chanson L'adolescence et on était parti déjeuner ensuite pour sceller un petit peu cette première véritable rencontre et ce début de collaboration parce qu'ensuite on s'est connus pendant 13 ans. Voilà. On dit souvent, et je l'ai lu, de ci, de là, même toi tu l'as employé un jour quand on discutait, que Charles Aznavour t'a adoubé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire adouber pour toi? Et puis, comment est-ce que tu vois ça? Un encouragement, une transition, une exigence, une responsabilité? Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi Charles t'a adoubé? Oui, alors effectivement, je pense qu'il y a plusieurs mots, hein, plusieurs qualificatifs qui peuvent être utilisés. Maintenant, on dit souvent validé, adoubé, bon, pris sous son aile. Enfin bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, Charles, bien sûr, s'il m'a offert cette première chanson, alors qu'il aurait pu la proposer à Michel Sardou, à Johnny Hallyday, enfin à beaucoup d'autres artistes qui étaient bien plus, bon, enfin, qui avaient des carrières, qui ont des carrières gigantesques. Donc je pense que c'est qu'il a dû ressentir un potentiel, et il me l'avait dit d'ailleurs, à la fois d'interprétation vocale, mais aussi une ponctualité, une rigueur, un perfectionnisme, et je pense qu'une détermination aussi, parce que il savait que j'étais arrivé sur Paris à l'âge de 18 ans, que je vadrouillais un petit peu dans les rues de Paris, que j'étais pas forcément, disons, dans des conditions idéales ou optimales. Et je pense qu'il a probablement fait un parallèle avec ce qu'il avait pu connaître aussi, lui, à ses débuts. Et
parce que ça n'a pas été facile hein, aussi pour Charles Aznavour. Et je pense que ce que j'avais ressenti, en tout cas, c'est qu'à travers moi, à cette époque-là, âgé de 18 ans, il, il revoyait un petit peu aussi son arrivée sur Paris et ses débuts dans la musique. D'accord. À 18, quand il est arrivé à Paris. Alors, Ouais. comment il travaillait concrètement, Charles Aznavour, avec toi, par exemple en matière de chant des mots, de diction, de silence, d'interprétation? Alors, c'est vrai que Charles écrivait beaucoup, hein. Il écrivait tous les jours, il avait une vraie rigueur, une vraie discipline de travail, hein. Il était reconnu comme tel, hein, comme quelqu'un de très perfectionniste, qui avait le souci du détail. Et ça a très vite fonctionné de façon très fluide et naturelle entre nous deux, puisque je suis pareil. Et j'ai appris ça, d'ailleurs, on parlait du sport tout à l'heure, de compétition et des sports mécaniques. C'est vrai que j'ai appris aussi cette rigueur dès mon plus jeune âge et ça a vraiment fonctionné très, très facilement, de manière très fluide, la collaboration avec Charles Aznavour, parce qu'il avait tout de suite, je pense, senti ça aussi chez moi. Et c'est des gens, bien sûr, d'une telle expérience et tellement connectés aussi que il me faisait vraiment confiance. Il me faisait vraiment confiance et je me souviens que j'étais parti enregistrer en studio des chansons qu'on avait écrit ou coécrit ou qu'il m'avait offert ensemble. Et il y avait une grande confiance. Je pense qu'il avait tout de suite perçu mon souci du détail et à travers mes enregistrements qu'il avait déjà écoutés, je pense qu'il avait une confiance en tout cas. Et quand il avait écouté l'adolescence, qu'on avait enregistré au studio Davout à l'époque à Paris avec des musiciens merveilleux et un orchestre symphonique, il m'avait dit qu'il avait beaucoup apprécié les arrangements et la réalisation. Bon, évidemment, venant de Charles Aznavour, voilà, c'est énorme. Et quand tu montes sur scène, est-ce qu'il y a une phrase de Charles Aznavour qui t'accompagne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose, une espèce de sentiment, quelque chose de fondamental de votre relation à tous les deux? Quand je monte sur scène, est-ce qu'il y a une phrase en particulier? Alors, je vous avoue qu'avant de monter sur scène, je suis un peu dans ma bulle et je fais beaucoup le vide et je suis très, très concentré. Mais oui, de façon générale, Charles m'avait toujours dit de soigner, qu'il était très, très important de soigner ses entrées et ses sorties de scène, quoi. Ouais, c'est une phrase qui m'avait marqué. Ouais. Et il m'avait dit au milieu, vous débrouillez. Euh, Alors, en fait, tu as eu cette dire transmission d'un grand artiste, et puis moi j'ai deux questions de fond en fait par rapport à cette transmission. D'abord, comment éviter de devenir l'imitateur de Charles Aznavour, et puis comment on reçoit son héritage, un héritage aussi important, sans s'enfermer pour autant dans son univers et en ayant ton univers propre. Non, je pense que déjà, bon, l'âge et les années faisant, on se construit, on développe sa personnalité, bon, voilà, on s'enrichit des hauts, des bas, on est un peu le fruit de ses blessures, hein, de ses combats, donc forcément, on se forge au fil des années une personnalité, on gagne en expérience, donc forcément, on n'interprète pas du Charles Aznavour de la même manière à 30 ou 35 ans ou 40 ans qu'à 20 ans. Donc c'est évident. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'était le bon moment. C'était le bon moment. Et donc c'est tout simplement des choix aussi de chansons qui doivent correspondre à une personnalité qui est la mienne, justement pour ne pas être dans une imitation, dans une volonté de ressembler à ce que pouvait proposer Charles Aznavour. Donc le choix des chansons pour ce spectacle a été une étape très importante, très très importante, pour pouvoir être vraiment authentique et s'approprier vraiment littéralement les œuvres, les chansons, que ce soit sur le plan des textes, des mélodies. Ensuite, on a évidemment revisité les morceaux avec mes musiciens, qu'on a réarrangés, qu'on a réadaptés. En fonction de mon univers musical, de ma sensibilité. Donc, je pense que c'est une question de moment,
on voit souvent parfois des jeunes de 18 ans, 20 ans qui reprennent des chansons de différents artistes, et j'en ai fait partie aussi, hein, parce que j'ai participé à beaucoup de concours de chant. On a tendance forcément, souvent, quand on a 20 ans, 18 ans, voilà, à chercher un petit peu pas forcément à imiter, mais à reproduire, à s'influencer beaucoup de Lara Fabian, de Céline Dion, euh, différents artistes, Florent Pagny, etc. Et c'est vrai que forcément, voilà, les années nous permettent d'avoir du vécu, plus de relief aussi dans nos interprétations, de par la personnalité qui se construit. Et forcément, oui, un interprète, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un interprète se bonifie avec le temps, et on le voit souvent, les interprètes, les grands chanteurs français interprètes ou internationaux sont souvent aussi bons, voire meilleurs à 50 ans, 55 ans, 60 ans, 70 ans, etc. Alors ça, Charles Aznavour l'a un peu montré, puisque Oui, 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 Charles Aznavour, il a là, perduré dans sa carrière. Alors, ouais. si tu veux bien, on va essayer d'élargir un petit peu tout ça à l'international, puisque Charles Aznavour dépasse largement l'histoire de la chanson française, hein. Il a une œuvre qui a traversé les générations, les langues, les frontières, et puis qui appartient à la France, bien sûr, mais aussi qui s'inscrit dans une histoire arménienne, son histoire qui est aussi ton histoire, un imaginaire assez universel. Alors, de ton point de vue, pourquoi les chansons de Charles Aznavour continuent de toucher des publics aussi différents encore aujourd'hui? Puisque moi, j'avais vu ton spectacle à Marseille, tu avais un public qui était relativement large et qui n'est pas un public cantonné à une vieille génération qui Ouais, connaît c'est Charles vrai. Aznavour. Et donc, pourquoi est-ce qu'il touche des publics aussi différents? Bon, je pense que Charles, il racontait des histoires. Il parlait de la vie des gens, de ce qu'on peut tous traverser avec tellement de talent, de poésie, de nostalgie aussi, et de talent. Voilà, toutes ces combinaisons, tous ces facteurs réunis, et l'immensité de l'œuvre de Charles Aznavour, et la façon aussi poétique euh, que réaliste d'aborder certains sujets, comme ils disent, par exemple, la nostalgie, hier encore, euh, Mourir d'aimer, qui sont des chansons qui font passer des messages très, très forts, et qui sont encore, pour certains, toujours d'actualité. Donc je pense que quand on est aussi visionnaire, et quand on est capable d'écrire en 1962, je crois, ou 63, un titre comme ils disent, c'est assez incroyable, quoi. Alors, il a chanté l'amour, l'exil, la Ouais, solitude, le temps qui passe, les blessures intimes, les espoirs humains, qui sont autant de thèmes qui nous touchent, nous, consuls, par rapport aux populations qu'on peut côtoyer ou représenter. Est-ce que c'est cette universalité de sentiments qui, selon toi, est essentielle par rapport au fait que les chansons peuvent franchir des frontières? ça c'est évident, ça c'est certain. Bien sûr, un artiste, interprète, auteur, compositeur porte au travers de ses chansons, et c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur aussi de faire, et on l'a démontré encore récemment avec Il plume des cailloux, Insomnie, enfin des différents titres que j'ai pu sortir récemment. Je crois que forcément, quand on est authentique, et qu'on fait passer des messages avec beaucoup de sensibilité, puis une écriture bien sûr soignée, euh, évidemment ça va s'inscrire peut-être plus dans le temps, et, euh, et peut-être qu'on sera moins écouté. Je parle aujourd'hui parce que on est beaucoup à l'ère du rap, enfin de l'urbain, etc. Charles m'avait toujours dit, une sélection naturelle se fera si vous persévérez, que vous ne baissez pas les bras, que vous ne cherchez pas constamment à être à la mode du moment. Euh, une sélection naturelle se fera grâce à votre persévérance et votre travail, et surtout cultiver votre particularité, et votre différence, et rester toujours fidèle à vous-même, à votre message, et authentique. Donc c'est ce que je me suis efforcé de faire, même si ça n'a pas forcément toujours été facile, puisque quand on voit parfois les petits copains, disons, percer ou avoir un pic d'audience sur 6 mois, ou sur un an, ou sur 2 ans,
ça, évidemment, ça fait plaisir pour les amis, mais on peut se dire, ça peut faire douter aussi. On peut se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix de rester dans cette tradition, de rester authentique, de rester pur? D'ailleurs, Charles le disait, j'étais trop pur ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Donc voilà, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est important. Pas tout le monde peut le faire, parce que pas tout le monde peut avoir la capacité de persévérer sur un projet pendant 23 ans. Je crois que bon, il y a Serge Reggiani qui a connu le grand succès à 44 ans. Bon, je pense que je ferai partie, si l'Olympia se passe bien et que l'année 2027 me permet vraiment de passer encore un autre step, une marche supplémentaire dans ma carrière. Bon, je ferai partie en tout cas dans l'histoire des artistes qui ont persévéré le plus longtemps, quoi. Alors, pour en revenir à des questions un peu internationales, Charles Aznavour était arménien. Quelle importance accordait-il à son identité arménienne et quelle importance accordes-tu à ta propre identité arménienne? Alors, je crois que cette question va intéresser un de nos auditeurs, Cyril, que tu connais, Oui, qui salut. est en train est en train de discuter avec les autorités arméniennes pour devenir le cas échéant, consul honoraire dans la région dans laquelle je suis implanté. D'accord. Donc, D'accord. Bon, salut en tout cas, je je sais te pas laisse, s'il je nous te entend. laisse saluer ton compatriote Bien sûr, bien sûr. et nous parler de l'importance de cette identité arménienne. Oui, alors bon, vous savez, on a un rapport un petit peu à notre arménité, ce qu'on appelle avec Charles Aznavour, qui était assez similaire. On est français, hein, donc Charles le disait, on est avant tout français, notre culture est française. Charles était né en France. Je suis également né en France. Mon père aussi est né en France. Il faut remonter à mes grands-parents du côté paternel pour retrouver des membres de ma famille qui étaient nés en Arménie. Donc, je pense qu'on est très fiers de nos origines, mais notre culture principale est française. Naturellement, bon, moi, je me rends à titre personnel assez régulièrement en Arménie, plus encore parce que j'y ai un concert le 15 octobre prochain à l'Armenian State Philharmonia, donc ce sera l'occasion d'y retourner de nouveau et avec un véritable grand concert en tête d'affiche. Mais on est très proche de ce qui se passe en Arménie, on suit tout ça. C'est un pays qui est très émouvant, qui est chargé d'histoire, qui est le berceau du christianisme et qui est porteur d'une richesse incroyable, de souffrance aussi, hélas, trop de persécutions, de drames aussi que chacun peut connaître, hein, au travers de différentes périodes de l'histoire. Mes grands-parents ont quitté l'Arménie en 1922 pour arriver en France et à Marseille euh, pour fuir le génocide des Arméniens perpétré sous l'Empire ottoman. Donc c'est un peuple qui est chargé de blessures, qui porte en lui une certaine mélancolie, un certain fond de tristesse aussi, mais la jeune génération voilà, retrouve un petit peu le sourire et la situation voilà, se calme un petit peu en Arménie là, depuis quelques temps et on espère que ça va durer comme ça. Et est-ce qu'on peut dire que Charles Aznavour a été un diplomate, son titre officiel, mais par sa voix, son œuvre, son histoire? Et en quoi est-ce que toi, tu donnes une continuité à cette forme de diplomatie? Oui, il était ambassadeur d'Arménie en Suisse, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc effectivement, Charles avait atteint, je crois, à l'âge de 75 ans, 75 ans, évidemment, avec la carrière qu'il a accomplie, des fonctions euh, qui dépassaient, on va dire, le cadre de la chanson, de la musique. Bon, voilà, j'en suis pas encore là, mais à mon niveau, à mon humble niveau, effectivement, je représente aussi, je suis très suivi par la communauté arménienne de France. Et puis, naturellement, de par mes activités, de par mon nom aussi, Bakian, qui est un nom à consonance arménienne, puisque peut-être que les personnes qui nous écoutent le savent, mais le IAN, très souvent à la fin des noms de famille, signifie une appartenance. Et
on est fils d'eux, hein, fils d'eux, donc on est d'origine arménienne. Et c'est vrai que de par mon travail, de par mes activités, euh, voilà, j'espère évidemment contribuer au rayonnement de ce merveilleux pays à travers la France et demain à travers le monde. Et on dit souvent que la culture rapproche les peuples, sans lui donner toujours une tradition, une traduction très concrète. Comment est-ce que tu traduis ça dans ta carrière, dans ton évolution de la culture rapproche les peuples? Moi, je suis complètement dans cet état d'esprit-là. C'est vrai que quelles que soient les communautés, quels que soient les pays, quelles que soient les sensibilités des uns, des autres, puisqu'on on parcourt la France, euh, et je l'espère bientôt d'autres pays pour faire de la musique, offrir des émotions, des moments d'évasion, de partage avec le public. C'est la seule, c'est la seule chose qui compte pour moi. C'est justement comme ça qu'on arrive à réunir, à rassembler et à fédérer les gens autour d'un projet commun, le bien vivre ensemble, quelle que soit son origine, sa religion, sa couleur de peau. Et je crois que la musique a ce pouvoir de réunir, de réunir les peuples et même de toucher les personnes les plus mauvaises. Je ne vais pas citer de nom, mais dans l'histoire de l'humanité, même les pires personnes de l'histoire de l'humanité, pour certaines, pouvaient être touchées par la musique. Et on a nous autres artistes, on a ce pouvoir-là. Alors, tu dis, vous autres artistes, vous avez ce pouvoir-là. Lorsque tu chantes en Arménie, tu chantes en arménien, en français, et comment est-ce que le public arménien reçoit ces chansons qui finalement, pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, mêlent culture française et origine arménienne? Bon, l'objectif avec ce concert en Arménie, c'est pas d'aller en Arménie pour être quelqu'un d'autre que celui que je suis. Donc, je suis pas un artiste arménien. Je ne suis pas un artiste de pop musique arménienne, donc je fais pas partie du paysage, disons, arménien quotidien de chansons traditionnelles de pop musique arménienne. Donc je chante en français, donc je vais cultiver et rester fidèle à ma musique et à l'artiste que je suis. Il n'empêche que je vais quand même évidemment proposer certaines chansons en anglais au public ce soir-là, dans une version un petit peu plus Bachan Sings Aznavour, donc une version internationale du spectacle qui verra le jour en 2028 et qui sillonnera les routes du monde, la Chine, le Japon, le Canada, les États-Unis et d'autres pays. Mais aujourd'hui, l'objectif n'est pas d'aller en Arménie pour proposer un concert en arménien. Mais il y aura évidemment des surprises. Il y aura très probablement une ou deux chansons en arménien, par respect aussi pour le peuple arménien et pour les remercier de m'accueillir voilà, sur nos terres, sur leurs terres, sur nos terres. Donc voilà, mais le but n'est pas de se fondre ou de devenir un artiste de pop musique arménienne. Je suis un artiste français, je suis fier d'être français et mon objectif premier d'être un ambassadeur de la chanson française à travers le monde, comme Charles Aznavour l'a été. Même si on parle souvent des origines arméniennes de Charles Aznavour est avant tout un artiste français et le plus grand artiste français de toute l'histoire. Alors, tu viens de parler de nouveau de Charles Aznavour. Tu vas vivre sur scène ton spectacle à l'Olympia. Bakian chante Aznavour. Ouais. Comment est né ce spectacle? Alors, ce spectacle, il est né il y a environ un an. On a commencé à y penser, enfin, j'ai commencé à y penser en 2019, donc ça fait un petit moment déjà. 7 ans, bon, il y a eu le Covid, hein, ensuite, comme tout le monde le sait, qui nous a empêché pendant 2 ans d'envisager quoi que ce soit. C'était très compliqué de se projeter. Donc ça fait vraiment un an et demi qu'on s'est penché sur la question. Voilà. Ensuite, comme j'expliquais, il y a eu le choix des titres. Il a fallu mûrement réfléchir et prendre la décision. Ça, il n'y a que moi qui pouvais la prendre au final de, de m'engager dans cette aventure parce que j'avais bien conscience que c'était pas un choix anodin et que c'était pas un choix pour 6 mois de ma vie ou pour un an de ma vie, mais probablement
à minima pour les 5 prochaines années. Euh, donc, ça n'a pas été un choix facile, mais voilà, c'est une décision et un choix que j'ai fait de m'investir, de travailler et de monter ce spectacle Bec Chante Aznavour en hommage à Charles. Et à quel moment est-ce que tu as estimé que tu étais prêt à porter ce projet du coup? Bah, disons, bon, quand on a commencé à y penser en 2019, ça s'est pas fait. Si ça s'est pas fait à ce moment-là, moi je suis assez, voilà, je crois beaucoup au timing, aux signes aussi de la vie que l'univers nous envoie. Donc je pense que c'était peut-être pas le bon timing. Et là, ça s'est concrétisé maintenant. Les dates se multiplient. Et il y a eu une date extraordinaire à Marseille qui a lancé ce spectacle, la ville qui m'a vu naître, l'Olympia maintenant, le Plessis-Robinson, Romans-sur-Isère, Rivesaltes, Menton, enfin plein de dates qui commencent à s'organiser un peu aux quatre coins de la France. Et cette date dont je parlais, le 15 octobre en Arménie, qui sera évidemment hautement symbolique pour moi et qui sera aussi quelque part c'est-à-dire un juge de paix, mais faire la même année Marseille, qui n'est quand même pas réputée pour être la ville la plus simple en matière d'accueil de public, l'Olympia, évidemment avec toutes les offres qu'il y a à Paris, c'est quand même, bon, et puis surtout l'Olympia, et l'Arménie, le pays d'origine de Charles Aznavour, où c'est un dieu vivant là-bas, c'est une légende et bon, le personnage le plus important, je crois, de toute l'histoire de l'Arménie, hein, de l'humanité arménienne, devant Grégoire l'Illuminateur. Donc, non, non, mais c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, faire la même année Marseille, l'Olympia et l'Armenian State Philharmonia dans la capitale de mon pays d'origine, bon, voilà, on sera fixé, quoi. À la fin du mois d'octobre, on saura où on en est. Et dans ce contexte international, comment tu as fait pour moderniser un répertoire aussi célèbre sans pour autant le dénaturer et en faire quelque chose qui soit vivant et adapté à tous les publics internationaux? Euh, alors, on a essayé toujours de rester très, très authentique, très fidèle et respecter l'esprit de Charles Aznavour, tout en évidemment modernisant les arrangements et mettre en place des arrangements musicaux qui correspondent euh, à mon style, à ma sensibilité et à mes influences musicales qui sont plus pop, qui sont beaucoup plus pop, mais tout en respectant l'esprit de Charles Aznavour et la musicalité, la richesse musicale et harmonique de ses œuvres, bien que Charles ait quand même, lors de chacune de ses tournées, proposé des versions totalement différentes d'une tournée à l'autre de ses propres chansons. Il aimait beaucoup changer, il aimait la nouveauté, il avait fait un album magnifique, Jazz Navour aussi, un album de jazz. Enfin, il aimait visiter des styles divers et variés. On n'a pas les mêmes influences musicales, naturellement. Bon, on n'est pas de la même génération. Bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte aussi. Mais voilà, on a voulu vraiment rester fidèle à l'esprit de Charles Aznavour, tout en y apportant ma sensibilité et ma particularité. Alors, j'ai vu que le 5 octobre, la première partie de ton spectacle, ce sera Stéphanie Sandoz. Oui, Qui est exact. Stéphanie Sandoz et quel rapport a-t-elle avec l'international, avec Charles Aznavour, avec l'Arménie? En quoi elle est importante dans ton spectacle? Stéphanie est déjà une belle personne. C'est une personne qui respire voilà, l'humanité, qui est très bienveillante, qui est une artiste aussi qui communie très facilement avec le public, qui propage beaucoup de joie. Alors évidemment, on est dans un style musical complètement différent. Euh, Disons qu'elle se rapproche plus d'artistes peut-être comme Sheila, comme voilà, des artistes qui vont euh, chauffer la salle, qui vont vraiment aller chercher le public avec des chansons très positives, très entraînantes. Bon, elle a aussi des chansons plus sombres, euh, plus tristes, mais c'est quand même une artiste effectivement très généreuse et que j'accueillerai donc à l'Olympia en première partie de mon concert. Une belle personne et une artiste qui écrit très bien aussi, qui a une jolie plume. Alors pour revenir et clôturer le chapitre sur l'Olympia, je vais te poser une question un peu indiscrète. Si Charles Aznavour pouvait être assis dans la salle le 5 octobre,
Ouais. Qu'aimerais-tu qu'il pense ou te dise à la fin du spectacle? Alors, si Charles était dans la salle, Et qui te ah, regardait, qu'est-ce que tu aimerais qu'il pense et qu'il te dise à la fin du spectacle? c'est une question, c'est une belle question, ça. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils me disent tout simplement, bravo, vous avez été vous-même. Vous avez interprété mes chansons ou nos chansons, parce que j'interpréterai aussi à l'Olympia des titres que j'ai eu l'honneur de coécrire avec Charles, euh, ou qu'il m'a offert, comme l'adolescence. Mais vous êtes resté vous-même et vous avez gardé votre personnalité avec votre sensibilité et une interprétation très personnelle. Euh, voilà, c'est ce que je serais évidemment touché d'entendre de la bouche de Charles Aznavour, et ce qui pourrait être le plus beau compliment quelque part, puisque évidemment le but c'est de rester encore fidèle à ce que l'on est, et ne pas chercher à copier ou à parodier. Alors, si tu veux bien, on va passer maintenant un petit peu au défi de la diplomatie culturelle, puisque nos échanges portent sur une interrogation un peu plus large et sur notamment la contribution d'un artiste au dialogue entre les peuples. Alors, ma première question sur ce sujet, qu'est-ce que la diplomatie culturelle, puisqu'on avait évoqué ça séparément ensemble, représente pour toi, en fait, très concrètement? C'est essentiel, c'est très important. C'est là où on a aussi un rôle à jouer, où les pouvoirs publics et personnalités de tous bords ont aussi un rôle à jouer. La culture, la musique, le cinéma, les échanges culturels aussi entre les pays, est ô combien importante pour s'enrichir aussi des cultures des autres, s'ouvrir. La tolérance est quelque chose de très important, accepter aussi l'autre avec ses différences, et puis s'enrichir tout simplement des différentes cultures. Donc la diplomatie culturelle est quelque chose qui compte énormément pour moi, qui peut aussi parfois apaiser certains, certaines discordes, certains conflits ou certaines situations tendues aux quatre coins du monde. Je regrette d'ailleurs qu'elles ne soient pas plus souvent employées, utilisées pour pouvoir justement apaiser certaines tensions, surtout dans la période qu'on traverse actuellement et depuis quelques années, malheureusement. Alors, si je comprends bien, tu te considères un peu comme un ambassadeur de ta langue, de ta culture et de tes pays d'origine. Je voudrais parler un petit peu langue française, francophonie. Est-ce que de ton point de vue, la chanson française conserve encore une capacité d'influence internationale? Et si oui, comment est-ce que tu vois les choses? Oui, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu qu'elle possède encore cette capacité d'influence à l'échelle internationale. On le voit encore aux États-Unis, dans différents pays, l'Asie aussi, les Émirats arabes unis. Enfin, il y a beaucoup de pays aux quatre coins du monde qui ont encore beaucoup de considération pour la culture française. Sur d'autres sujets, c'est peut-être moins le cas, surtout depuis quelques années, hélas. Mais la langue française, la culture française tient encore une place haute en couleur, si je puis dire, à travers le monde, et naturellement, l'accueil que je peux recevoir quand je me produis à l'étranger euh, démontre et confirme ce pouvoir d'influence de la culture française à travers le monde. Et de ton point de vue, comment est-ce qu'on peut préserver cette singularité de la culture française dans un univers musical qui est quand même très largement mondiatisé et où l'hégémonie de l'anglais est là? Qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'on doit se projeter vers ça? Faut rester fort. Faut rester fort, il faut rester fort, combatif, il faut pas baisser les bras. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure, l'époque de Charles Aznavour, d'artistes comme Brel, Piaf, etc., était beaucoup plus propice
après les 30 glorieuses, à cette chanson française. Malheureusement, depuis 10 ans ou 15 ans, je me heurte en tant que chanteur de chansons françaises de grande variété traditionnelle à ce phénomène de mode. Et au fait aussi que l'urbain, que le rap a pris une place prépondérante et dominante dans le paysage musical français. Euh, la dance music aussi, enfin la techno, le monde des DJ aussi. Donc c'est vrai on est beaucoup dans ces tendances-là depuis une dizaine d'années. Donc là, il y a deux solutions, et ça rejoint un petit peu ce que m'avait dit Charles Aznavour à l'époque, un jour quand on était aux éditions Roll Breton dans la salle de répétition. Il y a deux solutions. C'est soit la première solution, on rentre dans le rang. Bon, c'est la plus facile, hein, c'est la, et puis, on essaye de faire voilà, ce qui se fait tout le temps à la mode, de faire un peu pareil que les autres. Ou soit il y en a peu, on se dit non, on ne peut pas tricher, on veut pas tricher, on veut rester authentique. On veut continuer à écrire des chansons qui ont du fond, de la forme aussi bien sûr, mais qui font passer des messages, et au travers de titres comme Ceux qui ne tuent pas nous rend plus forts, L'adolescence, Insomnie, On parle bien d'un homme, Mille plumes des cailloux, euh, Passion, qui sont mes derniers titres, que j'interpréterai à l'Olympia d'ailleurs pour la plupart d'entre eux. On tient, on lutte, hein, c'est une lutte quelque part, hein, puisque c'est pas le choix de la facilité, mais en tout cas, moi, c'est celui que j'ai fait. Peut-être que 20 ans après, peut-être que 20 ans plus tard, bah déjà là, avec un Olympia et puis avec des nouveaux projets et des concerts un peu partout, disons que ça commence à payer. Et je pense que de toute façon, cultiver sa différence et rester authentique et fidèle à ses valeurs, à ce que l'on est, fait qu'on est, disons, on est unique quelque part. Charles Aznavour est resté fidèle à sa musique, à son art, à ses valeurs, et je crois que ça paye. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait, c'est de rester fidèle à ma musique et de ne pas aller vers des choses que je ne souhaitais pas, quoi, tout simplement. Alors, je vais te poser une question peut-être un peu plus engagée, un peu plus large, Oui. mais tu le relevais tout à l'heure au cours de notre discussion. On est dans un monde traversé par des tensions, des conflits, des replis identitaires. Dans ce monde, quel est le rôle de l'artiste? Est-ce qu'il a le devoir de prendre la parole? Comment il doit aborder ça? Avec quelle liberté? Quelle distance? Comment est-ce que tu conçois le monde de l'artiste sous cet angle-là? Moi, je pense que bon, chaque artiste, chanteur, acteur, musicien, a, a sa personnalité, a sa sensibilité. Donc, moi, en tout cas, je fais en sorte à chaque fois d'avoir un message fédérateur, unificateur et pacifiste. Ensuite, naturellement, il faut savoir que derrière certains conflits internationaux, géopolitiques, il y a des dirigeants et puis il y a le peuple. Et il y a souvent un écart assez important entre les deux, entre ce qui est parfois décidé pour des intérêts, bon, on va pas aller plus loin, mais et la volonté des peuples. Bien souvent, les peuples n'aspirent qu'à une chose, c'est à vivre dans la paix, dans la joie et avec un pouvoir, un pouvoir d'achat, des conditions de vie les plus, euh, disons, les plus agréables possibles ou les moins précaires possibles. Ça dépend des continents, des zones géographiques de ce monde. Voilà. Ensuite, malheureusement, des intérêts personnels, géopolitiques, prennent souvent, économiques prennent souvent le pas sur le reste. Et malheureusement, ça, en étant tout à fait réaliste, on pourra pas vraiment changer ça. Mais par contre, si on peut apporter un petit peu de douceur, de mettre de baume au cœur aux gens, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. À travers un concert, à travers une chanson, à travers un moment partagé avec un public pendant 2 heures dans une salle de concert,
et leur permettre d'oublier pendant 2 heures leurs préoccupations, leurs problèmes du quotidien, c'est extraordinaire. Alors, j'ai vu que tu parlais fréquemment des jeunes. Je sais que ton engagement ne se limite pas à la scène, mais que tu as aussi des responsabilités associatives auprès des jeunes et notamment dans le sport. Tu as reçu deux distinctions. Je crois que tu es grand officier de la Ligue universelle du bien public et que tu es chevalier de l'Ordre des arts et des lettres. Comment est-ce que tu articules cet engagement auprès des jeunes avec ta carrière artistique et avec sa dimension internationale? Oui, c'est vrai que j'ai eu ces distinctions, la première en 2018 à la garde républicaine, la seconde au Sénat en 2023, et puis récemment, c'est le Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. C'est un honneur parce qu'évidemment, bon, je n'imaginais pas un jour dans ma vie pouvoir me retrouver dans ces endroits-là, déjà. Même simplement en tant que visiteur, donc encore moins y recevoir une distinction, mais après, voilà, quand on a besoin de mes interventions, de mes témoignages, que ce soit sur mon parcours de vie, sur les hauts, les bas aussi, beaucoup, parce qu'il y a eu, il y a eu quand même aussi beaucoup de bas et de moments difficiles, peut-être encore plus que des moments, disons, de succès et de bonheur. Mais c'est le lot d'une vie de compétiteur et euh, de quelqu'un d'ambitieux et qui aspire à atteindre des objectifs élevés. Donc voilà, mais c'est toujours un plaisir pour moi de partager des expériences avec des jeunes. J'interviens souvent dans des écoles aussi supérieures de communication, de commerce, de, de montage vidéo, de réalisation, etc. Et faire passer un message aussi auprès de la jeune génération, c'est pour moi quelque chose d'important. Et si on peut, et si on peut voilà, apporter ça, c'est positif. Merci pour cette réponse. On arrive quasi au terme et tout à l'heure, on te l'a dit, chacun de nos consuls et des participants peuvent te poser des questions. Donc, j'ouvre le débat et si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, Bertrand, chacun d'entre vous peut intervenir. J'aime la Ah, présentation. Anne-Marie, on va lui donner le privilège de la première question qui va déboucher tout le monde. Si tu vises. Oui, c'est toujours pour moi, rassurez-vous, hein. Alors moi, d'abord, j'ai appris beaucoup de choses et je suis ravie de ce moment qu'on a pu partager. Et merci à Jean-Philippe pour l'organisation. Euh, Mon petit point de frustration, c'est peut-être l'aspect Arménie. Vous avez affaire à des consuls, donc on ne se refait pas. Vous nous dites, bah, la situation, elle est meilleure. C'est pas forcément l'idée qu'on en a vue de l'extérieur. On n'a pas l'impression que votre grand voisin Azerbaïdjan soit totalement sympathique, etc. On ne souhaite qu'une chose pour les Arméniens, c'est qu'effectivement, ça se calme. Mais ce n'est pas l'idée qu'on en a. Vous nous rassurez là-dessus ou c'est votre optimisme naturel qui prend le dessus? Bah, c'est pas forcément que mon optimisme, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en cours, il y a eu des accords de paix qui ont été signés récemment. Là, on a pu le voir avec Donald Trump qui a aussi joué un rôle. Bon, en tout cas, la situation est plus apaisée en ce moment. Maintenant, évidemment, il faut être réaliste et ne pas être naïf, hein. On sait bien malheureusement les motivations et les volontés, les intentions aussi de l'Azerbaïdjan à l'égard de l'Arménie, hein. Donc, naturellement, certains accords ne peuvent pas, disons, cacher certaines intentions qui ne se sont pas envolées du jour au lendemain. Toujours est-il que pour le peuple arménien qui vit au quotidien dans ce pays, que ce soit à Yerevan ou dans tout le pays, hein, il vaut mieux une situation aujourd'hui qui est plus apaisée plutôt que celle qu'on a pu connaître encore en 2001 avec des milliers de morts et des massacres
qui était perpétrée par l'armée azérie à l'endroit du peuple arménien. Donc aujourd'hui, je dirais que la situation n'est pas idéale, puisqu'il y a beaucoup de concessions qui ont été faites par le gouvernement arménien. Voilà, après, rentrer plus dans des sujets politiques, est-ce qu'ils ont eu raison de le faire? Non, je ne demande pas. Voilà, bon, ça voilà. Mais en tout C'est cas, pas ce qui est votre métier. certain, c'est que voilà, pour les personnes qui y vivent, pour les Arméniennes et les Arméniens qui y vivent au quotidien, en tout cas, bon, Nicole Pachinian aux dernières élections a été réélu. Voilà. Après, comme je le dis, tant qu'on vit pas dans un pays, tant qu'on vit pas dans un pays, disons de façon continue, ou en tout cas sur des durées importantes, il est un peu difficile de faire une sorte voilà d'ingérence ou en tout cas le peuple arménien, enfin en tout cas de ce que j'ai pu ressentir comme témoignage, comme retour, comme il fait bon vivre aujourd'hui. Il fait bon vivre en Arménie. Les Arméniennes, les Arméniens, les jeunes et les moins jeunes ont repris goût un peu à la fête, aux sorties. Voilà, le moral des Arméniennes et des Arméniens est meilleur qu'il y a 5 ans, quand évidemment le pays était en guerre et où des Arméniens, des jeunes et moins jeunes, étaient massacrés. Bon, avec la Russie qui a pas non plus forcément été au rendez-vous pour protéger les Arméniens à ce moment-là, alors que bon, on connaît les liens historiques qui nous unissent à la Russie. Donc voilà, donc c'est sûr que aujourd'hui la situation, quand on va en Arménie en tout cas, les retours des gens qui y vont, qui y séjournent, sont très très positifs, très très positifs. D'accord. Voilà. Grégory, j'ai une question piège sur le chat. Est-ce que vous Oui. voulez que je la lise? Ouais. Question piège, chanter et chanter ensemble est quelque chose de fort, très fort. Pourquoi les Français ont-ils tant de mal à chanter la Marseillaise? Bonne question. Les Français ont tant de mal à chanter la française parce que peut-être qu'ils manquent de patriotisme, je ne sais pas. Je ne sais pas, ou peut-être qu'ils sont timides aussi. Peut-être qu'ils veulent pas nous montrer leur belle voix. Non, je sais Vous pas, plus auriez dû faire sérieusement. diplomate. Non, plus sérieusement, effectivement, on est peut-être pas le pays le plus patriote du monde. En tout cas, moi, je vais souvent en Italie parce que c'est un pays que j'affectionne beaucoup, et je vois des drapeaux italiens un peu partout. Et c'est pas pour autant que les Italiens ne sont pas accueillants. Et voilà, le Portugal aussi, qui est un pays que j'affectionne beaucoup. Voilà, bon, je pense qu'on est peut-être pas le pays le plus. On est souvent un pays qui se réveille quand il est un peu au pied du mur, quoi. Et quand il subit des drames ou des situations qui peuvent mettre son existence même en danger. On a pu le voir lorsqu'on a été frappé par une vague d'attentats. Et je trouve ça un petit peu regrettable et dommageable qu'on attende ces moments-là pour être fier d'être français, tout simplement. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, ça reste silencieux. Écoute, Grégory, on a fait 1 heure de rendez-vous comme c'était Merci. prévu dans notre timing. Alors d'abord, merci pour ta présence, merci pour ta sincérité, pour ce témoignage sur la transcription, sur la culture. J'invite les personnes qui nous ont regardés et ceux qui nous regarderont en replay à assister à ton spectacle le 5 octobre 2026 à 20 heures sur la scène de l'Olympia, le spectacle Bakian chante Aznavour. Et pour tout le monde, je vous remercie tous de nous Merci. avoir suivis Merci à et tous. j'espère vous retrouver nombreux lors d'un prochain rendez-vous des mercredis de l'UCHF. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup.
Merci, Merci au revoir. beaucoup. Ah, Au revoir. merci, revoir. au revoir. Bon, Bertrand?